Bonjour, merci beaucoup de participer à ce premier webinaire que la QDM organise jusqu'en mai 2024 au sujet de la dégénérescence maculaire. Je me présente, je suis Sylvie Castonguay, je suis la directrice générale de l'Association québécoise de la dégénérescence maculaire. Je vous souhaite la bienvenue et en même temps, je tiens à remercier les partenaires financiers de notre série de webinaires, les sociétés Apellis, Biogène et Roche. Notez que la QDM est responsable du contenu associé à cette activité et j'atteste que l'ensemble du contenu a été conçu sans l'influence de nos partenaires financiers. J'aimerais maintenant vous expliquer le mode de fonctionnement de notre conférence qui se termine à 11 heures. Notre conférencière Hélène Thibodeau, que je vous présenterai dans quelques instants, nous donnera un exposé d'environ 40 minutes qui sera suivi d'une période de questions que je vais animer à partir des questions que vous poserez durant la conférence en utilisant le bouton Q et R qui est sur votre écran. Pour ceux qui ne sont pas habitués à ce type de fonctionnement où on n'ouvrira pas la ligne pour que vous preniez la parole, je vous prie de noter que si vous avez une problématique avec le QER, qui est une des fonctions, un des boutons sur votre écran, vous pourrez toujours nous poser vos questions par la suite. Quand vous recevrez le courriel avec l'enregistrement de la conférence, vous pourrez nous retourner un courriel avec vos questions sans problème ou nous téléphoner au bureau et il nous fera plaisir de vous répondre. Il est maintenant temps de vous présenter notre conférencière, Hélène Thibodeau. Hélène préside le conseil d'administration de la QDM depuis l'été 2022. Elle-même atteinte de dégénérescence maculaire liée à l'âge ou DMLA depuis 10 ans. Elle a aussi la forme humide depuis maintenant plus de 4 ans. Hélène a donné pour la QDM de nombreuses conférences depuis l'an dernier et nos abonnés à notre bulletin d'information ont pu lire aussi ces derniers temps sa chronique dans notre bulletin d'information. Hélène est une gestionnaire d'expérience maintenant retraitée qui a occupé des postes de direction, de vice-présidence des opérations et de direction générale dans le domaine du transport de personnes au public et au privé. Elle est aussi, et c'est très important, une mère et une grand-mère. Alors, Hélène, je te cède la parole. Merci beaucoup, Sylvie. Je suis vraiment honorée de vous entretenir aujourd'hui avec ce sujet-là et je vais faire de mon mieux pour vous donner l'information la plus juste et précise possible. Alors, je vais commencer sans tarder. Je vais partager mon écran avec ma conférence. Et voilà. Diaporama. Alors, encore une fois, merci et bienvenue. Euh, J'aimerais vous entretenir d'entrée de jeu de la mission de la QDM, qui est de promouvoir l'autonomie, le maintien et l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de dégénérescence maculaire, ainsi que le droit à une gratuité des soins. Sachez que cette mission-là sera révisée très bientôt parce qu'on est actuellement dans un exercice de plan stratégique. Pendant la conférence, je vais vous entretenir de la définition, qu'est-ce que la dégénérescence maculaire liée à l'âge? C'est souvent très peu connu du grand public et très peu connu des gens qui reçoivent ce diagnostic une première fois. Vous allez devenir familier avec les symptômes, les facteurs de risque. Je vais vous parler du chemin de la prévention. Je vais vous parler de mes meilleurs conseils, des traitements possibles et de la recherche qui est très active actuellement. Et il y aura une période de questions comme Sylvie l'a expliqué. Maintenant, je suis qui, moi, pour vous donner une conférence sur la dégénérescence maculaire? Je suis tout simplement une personne atteinte de la maladie, extrêmement curieuse, mais bien documentée. Mes sources sont l'AQDM, le site Internet de l'Association des ophtalmologistes du Québec,
Une publication très importante d'Annika Parence, l'éditeur Annika Parence, sur la DMLA, écrite par les docteurs Jean-Daniel Arbour, Pierre Labelle et Florian Senlab. Notre médecin conseil de la QDM, qui est aussi mon médecin, Dr. David Lederer. Alors, vous comprendrez que je suis privilégiée de recevoir son enseignement, ses conseils et ses connaissances. Et il y a aussi certaines publications que j'ai utilisées de Novartis et Bayer qui datent, mais qui sont encore d'actualité. Et s'ajoute à ça mon expérience de conférencière, de gestionnaire et mon expérience personnelle. Qu'est-ce que la dégénérescence maculaire? Qu'est-ce que cette petite bébite? Ben, c'est une maladie dégénérative progressive de la macula. Qu'est-ce que la macula? Il y a peu de gens qui savent c'est quoi. Puis, je vais vous montrer tantôt, il y en aura une belle image de l'œil, mais notre œil est tapissé dans le fond d'une rétine. La macula, c'est une toute petite surface spéciale située au centre de la rétine. L'œil a environ 1 pouce de diamètre et la macula a environ 5 mm de diamètre. Alors, vous comprendrez que cette petite surface-là est spécialisée. C'est dans cette surface-là que se traduit toute notre vision centrale. Qu'est-ce que la vision centrale? Ben, c'est la vision qui nous permet de voir les fins détails face à nous, c'est-à-dire ça nous permet de lire, de conduire un véhicule, de regarder la télévision et principalement voir le visage des gens. Quelques statistiques. On sait que c'est la première cause de la perte de la qualité de la vision chez les personnes âgées de plus de 50 ans. Au Québec, il y a environ 500 000 personnes qui vivent avec la dégénérescence maculaire, contre environ 110 000 personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, incluant toute forme de dégénérescence neurologique. Qui ne connaît pas la maladie de l'Alzheimer? Lorsqu'on parle de ça, tout le monde connaît ça. Lorsqu'on parle de dégénérescence maculaire, il y a beaucoup de questions qui se posent, même si il y a 5 fois plus de personnes atteintes de dégénérescence que de maladies dégénératives cognitives. Alors, nous, notre rôle dans les prochains mois, ça va être de faire connaître la dégénérescence maculaire. Pourquoi? Parce que mieux on est au courant, plus c'est détecté rapidement, ben, plus vite on peut se prendre en charge et diminuer les risques d'aggravation de la maladie. On sait que c'est une maladie liée à l'âge. Bon, notre corps vieillit de différentes façons. Les organes vieillissent à un rythme différent. Mais cette maladie-là augmente avec l'âge. Elle va toucher chez les personnes de 50 à 65 ans 1 à 2 de la population. Chez les personnes de 65 à 75, environ 10 Et si on avait dans une salle aujourd'hui toutes des personnes de 75 ans et plus, il y en aurait 1 sur 4 qui serait atteinte de dégénérescence maculaire. C'est vraiment beaucoup. C'est une petite image ici qui vous montre qu'est-ce que ça fait de perdre sa vision centrale. Comme je vous le disais tantôt, c'est notre vision fine, c'est celle qui nous permet de voir les fins détails et surtout les visages des gens. Alors, quand on ne voit plus les visages des gens, ben, ça devient vraiment embarrassant et c'est une situation triste dans notre vie. Mais j'aimerais vous rassurer, quand on a la dégénérescence maculaire, on ne devient jamais aveugle parce qu'on conserve notre vision périphérique. Mais on comprend que la vision périphérique, c'est pas celle qui est la plus claire, mais au moins, ça nous permet de se véhiculer dans une maison, de marcher, de veiller à nos soins quotidiens. Il existe 2 formes de dégénérescence. On est revenu. J'y arrive à l'œil tantôt. Il existe 2 formes. Parmi les gens qui sont atteints, heureusement, 90% des gens ont la forme sèche et c'est une forme moins agressive qui progresse plus lentement.
Donc, bien souvent, lorsqu'on reçoit son diagnostic de dégénérescence maculaire, notre vision n'est pas affectée dans les premiers mois. Souvent, plein de gens ne s'aperçoivent pas que la maladie s'installe. Donc, il faut quand même le savoir pour prendre certaines mesures de prévention. On va y revenir tantôt. Alors, comme je vous disais, c'est la forme la plus fréquente. La seule façon de détecter cette maladie-là, c'est par une photo du fond de l'œil. Et lorsque vous passez votre examen annuel chez un optométriste, souvent, il va vous proposer cette photo du fond de l'œil. Et je sais qu'il faut payer, mais de grâce, faites-la parce que c'est le premier moyen de poser un diagnostic de cette maladie-là. Alors, ça s'observe par l'accumulation de petits dépôts jaunâtres sur la photo. On appelle ça des drusènes. Et ces drusènes-là s'installent dans les couches les plus profondes de la rétine. Je vais vous illustrer tout ça avec des photos tantôt. C'est lorsque les drusènes s'accumulent, ça commence à perturber les couches supérieures de la rétine, de la macula, pardon, et principalement la couche des photorécepteurs ainsi que des nerfs, produisant des petits trous dans notre image, des zones vides dans notre vision centrale. À un stade avancé de la maladie, puis aussi plus rare, puis quand je parle avancé, là, ça peut être 80, 85, 90, ça fait 20, 25, 30 ans que la DMLA sèche est installée. Il y a des portions de la macula qui peuvent s'atrophier. On appelle cela de l'atrophie géographique. On va y revenir tantôt. Alors, voici la photo dont je vous parlais tantôt. À gauche, c'est une photo de fond d'œil extrêmement normale, tout à fait normale. Donc, vous voyez, il n'y a aucun petit dépôt jaunâtre. Et au centre, ici, là, on voit une portion plus orangée, c'est la macula. C'est à cet endroit que la vision se développe pour passer par le nerf optique et être enregistrée dans notre cerveau. Donc là, j'ai aussi une vue en tranche de la macula. On voit les couches et il n'y a aucune perturbation. Toutes les lignes sont bien droites et aucun dépôt de petits drusènes. À droite, vous voyez la photo d'un fond d'œil avec dégénérescence maculaire. On voit les petits dépôts jaunâtres. Puis oui, il y a la macula qui est au centre. Oui, il y a des dépôts qui sont en périphérie. Toutefois, il y en a aussi sous la macula lorsqu'il y en a autant en périphérie. Et on voit dans les couches plus profondes de la rétine comment ces petits dépôts-là vont aller perturber les photorécepteurs qui sont les cônes et les bâtonnets. Et c'est à cause de ça que les gens commencent à voir embrouillé. Il y a des petites déformations linéaires. On va voir ça plus tard aussi avec la grille d'Amsler. Et il y a aussi la DMLA de forme humide. Et comme je vous disais tantôt, c'est seulement 10% des gens atteints qui la développent. Donc, bien souvent, avant de développer une forme humide, on est atteint d'une forme sèche, ce qui était d'ailleurs mon cas. Vous me direz, est-ce qu'on peut avoir la forme humide sans avoir la forme sèche? C'est plutôt rare. Ça peut arriver là, dans 0,001% des cas. Donc, on va parler spécifiquement des symptômes de la forme humide parce que c'est une urgence ophtalmologique lorsqu'elle se développe. Pourquoi? Parce qu'elle progresse rapidement. Progresser rapidement signifie dommage aux photorécepteurs et à notre vision centrale plus rapidement. Alors, dans la forme humide, ce qui se passe, c'est qu'il y a des vaisseaux sanguins anormaux qui se développent sous la rétine, dans les couches les plus profondes. Et comme ces vaisseaux-là sont anormaux et fragiles, ils suintent et saignent, provoquant ainsi des distorsions dans la vision, des lignes droites. Les lignes droites sont courbes ou ondulées et un ombrage affecte la vision centrale. Au début, c'est discret, c'est une petite tache grise ombragée, et au fur et à mesure que la maladie progresse, surtout si elle n'est pas traitée,
ben, cette tache-là noircit, puis on perd beaucoup de vision centrale. On dit qu'une image vaut 1000 mots, voici. À gauche, fond d'œil normal, macula normale, coupe en tranche de la macula normale. À droite, DMLA sèche avec les petits dépôts de drusène. S'ajoutent les petits dépôts sanguins et s'ajoutent les vaisseaux sanguins anormaux dans les couches les plus profondes de la rétine. Alors, quand on parle de distorsion de la vision, d'urgence ophtalmologique, j'aime bien vous mettre côte à côte les deux images. À gauche, DMLA sèche, petit druserne, euh, perturbation des couches les plus profondes de la rétine légère. Et vous voyez à droite comment les vaisseaux sanguins peuvent aller perturber les couches les plus profondes de la rétine et perturber les photorécepteurs qui sont responsables de transmettre les images au cerveau. Lorsque ça nous arrive, on le voit. On peut pas ne pas, on peut pas ne pas l'ignorer. Et on va le voir tantôt avec la grille d'Amsler, mais comme je vous disais, c'est vraiment une urgence ophtalmologique. C'est important de consulter le plus rapidement possible. Maintenant, quels sont les symptômes? Dans les deux cas, sèche ou humide, c'est une vision embrouillée ou floue. Les lignes droites semblent ondulées ou déformées. Nous avons un contraste ou une sensibilité aux couleurs moins vives. Comme par exemple, moi, dans mon cas, je sais que je vois moins bien les couleurs qu'auparavant. D'ailleurs, j'ai un œil qui les voit mieux que l'autre, donc c'est facile pour moi de faire la différence. Une difficulté à voir de loin qu'on ne peut pas corriger avec des verres correcteurs ou des lentilles ajustées à notre vue. D'ailleurs, j'ai fait ajuster mes lunettes cet été, puis une fois que l'exercice a été terminé, que j'ai reçu mes lunettes, je me suis dit, ah oui, maintenant, je vois bien comment mal je vois. C'est quelque chose qui ne se corrige pas, qui reste lorsqu'on est atteint, les pertes de vision vont demeurer même si on reçoit des traitements, et j'en reparlerai tantôt. On a aussi des petites taches aveugles au centre du champ visuel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour nous, c'est plus difficile de lire. Comme on a perdu les contrastes, comme on voit moins bien les lettres, ben, lire un livre ou lire un texte, lire une page va nous prendre un peu plus de temps qu'une personne qui a aucun problème de vision. Augmentation de la sensibilité à la lumière vive et difficulté d'ajustement en passant de la lumière vive à la lumière tamisée. Si par exemple en plein été, on va à l'extérieur, c'est plein soleil, puis on revient à l'intérieur, c'est vraiment noir, puis ça nous prend du temps à ce que l'œil s'ajuste de nouveau à la lumière tamisée. Et il y a un autotest qu'on peut faire avec la grille d'Amsler. Et voici la fameuse grille. Ce qui est important, c'est de vérifier un œil à la fois. Pourquoi? Parce que lorsque un œil est atteint et que l'autre ne l'est pas, il est possible que le bon œil compense et qu'on ne s'aperçoive pas immédiatement qu'il y a des changements dans notre vision. Alors, la façon d'utiliser cette grille, c'est de bloquer un œil, regarder le point central. On conserve nos verres correcteurs si on en a. En regardant le point central, on doit être en mesure de noter s'il y a des distorsions dans les lignes, des ondulations ou des taches noires ou blanches dans la grille. Et on répète l'exercice avec l'autre œil. Et si on a des changements dans cette grille-là, où on s'aperçoit qu'il y a des choses qui nous inquiètent, c'est pas toujours facile d'avoir un rendez-vous avec un ophtalmologiste. Alors, ce que je vous recommande, c'est d'avoir un bon optométriste en qui vous avez confiance et allez le voir, allez le consulter. Et si lui, il détecte quelque chose d'anormal, ben, c'est une bonne porte d'entrée pour voir un ophtalmologiste de façon plus urgente. Alors, c'est à ne pas sous-estimer. D'ailleurs, les optométristes aujourd'hui ont
plus d'appareils qu'auparavant pour poser des diagnostics. Ils font la photo du fond d'œil et ils ont aussi des scans. On va en reparler tantôt. Maintenant, quels sont les facteurs de risque qui font en sorte qu'on peut développer une dégénérescence maculaire? Ben, il y a l'âge, naturellement, c'est un vieillissement. Le sexe féminin, malheureusement, les yeux clairs, les antécédents familiaux. Souvent, on entend dire dans notre famille, ben surtout moi, à mon âge, c'était pas vraiment connu la dégénérescence maculaire lorsque ma grand-mère avait 90 ans. Mais je sais que lorsqu'elle est décédée, elle ne voyait presque plus rien. Donc, on soupçonne que le gène de la dégénérescence maculaire ou les gènes, parce qu'il y en a plus qu'un, ça vient de son côté. D'ailleurs, j'ai plusieurs de mes cousins qui maintenant reçoivent aussi des injections parce qu'ils sont diagnostiqués de la dégénérescence maculaire humide et c'est du côté maternel. L'exposition au soleil, ben, vous savez que les rayons UV du soleil endommagent votre macula, endommage le fond d'œil. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait des tests en laboratoire pour donner la dégénérescence maculaire aux souris, on les expose à des rayons UV de façon intensive. Il y a aussi l'hypertension artérielle, puis un taux élevé de cholestérol sanguin et le tabagisme. Je vous dirais que le tabagisme, c'est vraiment l'ennemi numéro un de la dégénérescence maculaire. On va voir pourquoi tantôt. J'aimerais vous entretenir du chemin vers la prévention et de saines habitudes de vie. Ben, c'est sûr que tout ça, ça s'applique même si on n'est pas atteint de dégénérescence maculaire, mais dès qu'on reçoit un premier diagnostic de DMLA sèche, ben, il faut arrêter de fumer, c'est vraiment important. C'est vraiment l'ennemi numéro un car cela diminue le taux d'oxygène dans le sang, puis ça induit la production de radicaux libres. C'est difficile pour moi de vous expliquer qu'est-ce qui cause vraiment la dégénérescence maculaire. C'est pas parce qu'il y en a dans notre famille qu'on va nécessairement la développer, c'est pas parce qu'on a le gène qu'on va la développer, mais ça augmente nos chances de la développer. Ne pas avoir une bonne hygiène de vie augmente aussi nos chances de développer la maladie, parce que la maladie, c'est ni plus ni moins qu'un stress oxydant. Pourquoi on fait des drusènes? Parce que il y a une couche de la rétine, de la macula profonde et de la rétine qui n'est plus en mesure d'effectuer son travail de nettoyer. Donc, là, il y a dépôt, accumulation de drusène. Pourquoi ça se produit? Ben, c'est un vieillissement. C'est un vieillissement prématuré et on sait que les antioxydants, c'est quelque chose qui ralentit le vieillissement des cellules puis qui s'attaque aux radicaux libres, c'est-à-dire tous les stress oxydants qu'on retrouve dans notre vie, que ce soit la pollution, la cigarette. Donc, c'est important d'arrêter ça le plus rapidement possible. Il y a de l'aide qui existe d'ailleurs. Bien s'alimenter. C'est important de bien s'alimenter. Vous voyez, il y a beaucoup de couleurs. Ben, il faut justement aller chercher des aliments colorés, des légumes, des fruits. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est, notre macula a ce qu'on appelle un pigment maculaire. Et le pigment maculaire, c'est à ce moment-là qu'il est le plus riche. C'est euh, ni plus ni moins que une belle couleur orangée de la macula. Puis ce pigment est composé exclusivement de deux caroténoïdes, la lutéine et la zéaxanthine, qu'on retrouve principalement dans les légumes verts et les fruits colorés. Donc, je vous donnerai pas de cours de cuisine ici ce matin, mais on a le choix. Les épinards sont importants, les avocats. Puis aussi, on parle de gras sains, d'oméga 3. Il y a une petite photo de saumon, mais c'est important aussi de prendre des suppléments, puis on va voir ça tantôt. Comment bien protéger ses yeux? Ben, vous savez, quand on a, mais même avant, mais surtout dès qu'on est diagnostiqué de la dégénérescence maculaire, ben, il faut se protéger.
du soleil en portant un chapeau, une casquette, une visière. On peut porter des verres solaires. On doit porter des verres solaires, même lorsque nuageux. Et quel verre solaire choisir? Ben, j'ai consulté le site des optométristes du Québec. Il existe, lorsqu'on fait faire nos verres, des verres anti-lumière bleue, des verres polarisés qui nous aident à voir avec beaucoup de soleil. Et il faut choisir la teinte brune pour nos verres solaires. Pourquoi? Parce que elle permet d'augmenter la luminosité perçue, ce qui est utile pour nous qui avons soit la DMLA ou des cataractes. Ça augmente les contrastes, donc on voit mieux les couleurs, on voit mieux les fins détails. Bon, pourquoi prendre des vitamines? Dès que vous allez recevoir un diagnostic de dégénérescence maculaire, ben, c'est indiqué de prendre des vitamines parce que c'est prouvé que ça ralentit sur une période de 5 ans le risque de 25 ça ralentit de 25 le risque de développer la forme la plus grave, c'est-à-dire la forme humide. Les vitamines se présentent en deux marques principalement, Vitalux et Préservision. Bien qu'elle n'ait pas la même apparence, c'est exactement la même formule. Donc, il y en a une, c'est un comprimé, l'autre, c'est une gélule. On choisit celle qui nous convient le mieux. Et les deux formules contiennent les mêmes ingrédients, c'est-à-dire vitamine C et E, qui sont de puissants antioxydants et anti-inflammatoires, pour la E principalement, le zinc, un antioxydant important, le cuivre aussi, et la fameuse lutéine et zéaxanthine. L'oméga 3 en plus, pourquoi? Oui, c'est un anti-inflammatoire, puis ça améliore la problématique des yeux secs. Bon, je pense que j'ai sauté quelques petites feuilles. Petit accident de parcours, excusez-moi. Je serais rendue à la section quels sont mes meilleurs conseils. Ben, comme vous savez, j'ai moi-même la dégénérescence maculaire et la forme humide depuis bientôt 5 ans dans les deux yeux, malheureusement. Alors, lorsque j'ai été atteinte de la forme humide, ben, j'ai tout de suite fait des recherches pour voir quel organisme pourrait me soutenir. Et j'ai trouvé la QDM et c'est vraiment un lieu riche pour briser l'isolement, partager notre vécu avec d'autres personnes atteintes de la même maladie. Il faut surveiller les activités offertes par la QDM. Il y a de la formation sur la technologie, du yoga, de la méditation. C'est sûr qu'on est toujours inquiet lorsqu'on a cette maladie-là, mais il faut l'accepter puis il faut bien gérer notre stress. Il faut aussi planifier son avenir. C'est sûr que savoir que notre vision va se détériorer, ben, il faut planifier son habitation, planifier son transport. Il est possible qu'on perde notre permis de conduire parce qu'on ne rencontrera plus les critères de la Société d'assurance automobile du Québec. Il faut s'entourer de proches aidants, puis il faut faire appel aux différents organismes qui existent. Nous, à la QDM, on est en mesure de vous aider à faire ça. Surtout ne pas cesser ses traitements et tester sa vision régulièrement avec la grille d'Amsler afin de détecter rapidement tout changement et consulter aussi le plus rapidement possible. Je vous dirais, je ne peux pas revenir en arrière, c'est ça, je ne comprends pas. OK, voilà. Aussi, dans les meilleurs conseils, faut avoir un bon optométriste, un ophtalmologiste. Ne pas hésiter à demander un deuxième avis. Dans mon cas, le médecin qui me traite et me soigne actuellement, c'est un deuxième ophtalmologiste que j'ai trouvé, rétinologue avec une spécialité de la rétine. Et tantôt, on parlait de tests. Et ce qui est important de savoir, c'est que seulement l'OCT scan, c'est-à-dire une tomographie par cohérence optique, donne une image précise de l'état de la rétine au niveau de la macula. Et certains bureaux d'optométrie ont maintenant cet appareil et offrent le test. Vous me direz, oui, il faut payer, mais c'est extrêmement important de passer le test, surtout lorsqu'on a des symptômes, pour être référé rapidement à un rétinologue et commencer un traitement
s'il y a lieu. Puis on va voir c'est quoi le traitement de la forme humide tantôt. Un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est apprendre à utiliser toutes les technologies aidant à la basse vision pendant que notre vision est encore bonne, c'est-à-dire les tablettes, les téléphones, apprendre les fonctions d'accessibilité, lire un livre sur une liseuse. Maintenant, moi, je ne lis plus de livres papier, j'ai pas suffisamment de contraste, alors j'utilise soit ma tablette ou une liseuse. Et aussi, il faut se détendre et profiter de la vie. Maintenant, quels sont les traitements possibles? Pour la forme sèche, il n'y a pas de traitement curatif, mais avoir une conscience en mode prévention. Il faut s'alimenter sainement, faire de l'exercice, gérer notre alimentation, garder un poids santé, ne pas fumer, puis prendre nos vitamines. Je dis toujours, faites pour vos yeux ce que vous feriez pour votre cœur. Bon, encore. J'aimerais vous parler aussi de l'atrophie géographique. C'est une forme avancée de DMLA sèche. Il y a du nouveau. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de traitement pour la DMLA sèche, c'est-à-dire on ne pourra jamais la guérir, la faire disparaître, à moins d'utiliser, là, je vais vous parler tantôt de la recherche avancée. Mais il y a un nouveau médicament qui est arrivé sur le marché aux États-Unis, qui est en processus d'approbation par Santé Canada. On pense qu'il pourrait être disponible en 2024. Il se donne sous forme d'injection intravitréenne. Il ne guérit pas la maladie, mais les études ont démontré qu'il peut ralentir la progression de l'atrophie géographique, c'est-à-dire la mort des cellules dans la macula, d'environ 25 sur un an, puis les effets seraient cumulatifs d'année en année. Une progression plus lente, c'est ça que je vous disais tantôt, prendre soin de vous, prendre des vitamines, avoir un mode de vie sain. Ce médicament-là promet ou laisse entrevoir une progression plus lente de la maladie. Et j'insiste là-dessus, ça peut signifier pour nous, pour vous, quelques années supplémentaires de plus d'une vision acceptable pour demeurer autonome. Alors, si moi, je pense que je peux gagner 3 ans d'autonomie, 3 ans de meilleure acuité visuelle, ben croyez-moi, je vais faire tout ce que je peux de mon côté sur un plan personnel en prenant soin de moi et d'un autre côté en suivant les traitements conseillés par mon médecin et qui sont disponibles. Et on sait que la recherche évolue rapidement. Il y a un deuxième médicament qui est prévu aussi pour la prochaine année. La forme humide, quel est le traitement? Ben, ce sont des injections intravitréennes, c'est-à-dire dans l'œil, dans le vitré, d'un médicament anti-angiogénique. En anglais, on dit anti-VEGF. Ça ne guérit pas, mais ça contrôle la maladie. Ça empêche la formation de nouveaux vaisseaux sanguins anormaux. Et tantôt, on a vu l'image où les vaisseaux sanguins perturbent beaucoup les photorécepteurs. Ben, c'est important là, de contrôler cette formation-là pour empêcher toute perturbation de la vision. Ouais, j'ai un petit problème avec ma souris. Voilà. Et ça bouge beaucoup, la recherche évolue rapidement. Il y a des nouveaux médicaments qui vont permettre d'allonger l'intervalle entre les injections. Et ça va améliorer la qualité de vie des patients. Par exemple, lorsqu'on commence un protocole d'injection d'anti-VEGF, habituellement, c'est une fois par mois, pendant 3 mois. Et au fur et à mesure que le médecin est confiant, que les examens de scan sont normaux ou qui présentent moins de liquide dans les couches profondes de la rétine, ben, l'intervalle est allongé de 5 semaines, 6 semaines, mais ça peut aller jusqu'à 3 mois. Il y a des nouveaux médicaments qui vont arriver sur le marché. D'ailleurs, Vabysmo est déjà arrivé sur le marché, déjà approuvé au Québec. Il promet un intervalle de 3 mois chez les patients. Toutefois, c'est comme dans n'importe quoi, il y a toujours des exceptions, mais seul votre médecin est en mesure là, de vous renseigner là-dessus. J'aimerais revenir une petite, à une petite photo de l'œil ici.
Lorsque vous commencez j'aimerais vous parler un petit peu de l'anatomie de l'œil. Lorsque vous commencez à avoir des symptômes, c'est important de consulter rapidement. Pourquoi? Parce que je vous explique un peu le processus de la vision. Ouais, ça. Alors, la vision, c'est comme, comparons notre œil à un appareil photo argentique où on envoyait nos films se faire développer euh, dans un détaillant. Alors, la lumière entre dans l'œil par la pupille, traverse la cornée, traverse le cristallin, frappe la rétine et principalement la macula pour la vision centrale et est transférée au cerveau via le nerf optique. Et c'est notre cerveau qui développe l'image ainsi enregistrée. Alors, on est qui, nous, pour dire, quand on voit pas bien, ah, ça doit être mes lunettes. On peut ne pas bien voir parce que notre cornée a un problème. On peut ne pas bien voir parce que notre cristallin devient opaque, et ça, on appelle ça des cataractes. On peut ne pas bien voir parce qu'on a plein d'autres maladies de la rétine. Seul un spécialiste et un professionnel de la vision peut diagnostiquer chez vous une maladie de l'œil. Et mon conseil, mon meilleur conseil, dès qu'on a un changement de vision, n'assumons pas ce qui se passe. Allons consulter le plus rapidement possible. Je reviens à la recherche. On sait que c'est un vaste sujet et qu'il y a effectivement beaucoup d'activités dans cette recherche. Il y a la thérapie génique qui est probablement le traitement le plus prometteur parce qu'en amont, il va viser à empêcher l'apparition de la maladie. On sait qu'il y a plusieurs gènes problématiques qui ont été identifiés. Alors, on pourrait les annuler ou les remplacer avec une injection en injectant justement un virus stérile pour neutraliser l'effet de ce gène-là. Et là-dessus, je vais laisser la place aux experts là, d'expliquer ça. On pourra se documenter, mais grosso modo, c'est ce que ça signifie, une thérapie génique. Alors, c'est une guérison versus une réparation. Maintenant, il y a les cellules souches. Ça, c'est une médecine régénérative. C'est la capacité de pouvoir répliquer un organe. Donc, on pourrait insérer des cellules rétiniennes dans la rétine, susceptibles de se multiplier et remplacer celles qui disparaissent. C'est un traitement qui est déjà en essai, surtout pour la rétinite pigmentaire. La rétinite pigmentaire, c'est lorsque les cellules de toute la rétine meurent et contrairement à la dégénérescence maculaire, la perte de vision se fait de la périphérie vers le centre, alors que nous, on va perdre principalement ceux atteints de DMLA sèche ou humide. C'est la vision centrale qui est atteinte. On conserve notre vision en périphérie parce qu'il n'y aurait pas d'atteinte en périphérie. Alors, il y a déjà des tests qui ont été faits, puis des personnes qui ont regagné une certaine vision avec cette thérapie. Aussi, il y aura des nouveautés pour la DMLA de forme sèche. Notre médecin conseil va en parler lors des prochains bulletins. C'est à surveiller. Mais on sait qu'il y a déjà l'atrophie géographique qui commence à être traitée. Alors maintenant, ça mettrait fin à ma présentation. On serait rendu à la période de questions. Mais avant, si vous voulez devenir membre de la QDM, voici l'adresse de notre site et le numéro de téléphone que vous pouvez faire pour avoir des renseignements. Puis en tout dernier, j'aimerais vous parler aussi d'un programme que vous allez retrouver dans les cliniques où vous vous faites soigner. C'est un programme pour mieux vivre avec la dégénérescence maculaire, développé en collaboration avec l'Association des médecins ophtalmologistes du Québec. Et on vous donne certains renseignements, mais principalement, on vous incite à devenir membre parce que je pense que la QDM a un rôle à jouer dans l'information aux patients, aux personnes atteintes. Le médecin demeure toujours l'expert, mais nous, on peut vous donner plein de renseignements, vous faire connaître les ressources qui existent et partager avec vous le vécu de cette maladie-là qui est fort contraignante et
fort inquiétante, mais on vit toujours d'espoir. Alors, ça met fin à ma présentation. Merci beaucoup, Hélène. C'est une présentation, effectivement, ça paraît que tu l'as donnée à plusieurs reprises. C'est Merci. un sujet que tu maîtrises bien comme patiente et comme personne qui a beaucoup lu, qui s'est beaucoup renseignée sur le sujet et comme ton expérience aussi depuis plusieurs années. On a reçu quelques questions. La première, c'est quelles sont les 4-5 compétences dont doit faire preuve un patient qui vit avec la DMLA pour prendre soin de sa santé au quotidien? OK. C'est une bonne question. Je vous dirais que mon expérience m'aide à vous répondre à cette question-là. Lorsque j'ai reçu mon diagnostic de forme sèche, je travaillais encore, je travaillais beaucoup. Je n'ai pas, je me suis pas documentée, je me suis pas renseignée. J'ai cru mon médecin qui m'a dit, ne t'inquiète pas, tu n'auras pas de problème avant l'âge de 85 ans. Ce que je déplore, c'est que ce premier médecin-là ne m'a pas mis en garde de la forme humide qui me menaçait. Et c'est seulement 5 ans plus tard, lorsque j'ai développé la forme humide, que là, j'ai commencé à me renseigner. Donc, première compétence d'un patient, être curieux, s'informer, euh, connaître la maladie. Et en connaissant la maladie, vous avez vu tantôt toutes les explications que je vous ai données, ce qui se passe dans l'œil, pourquoi on a cette maladie-là. Mais c'est comme ça qu'on apprend à mieux s'alimenter, à prendre nos vitamines, à prendre soin de nous. Et prendre soin de nous, ben, oui, je le fais mieux maintenant parce que je suis retraitée puis j'ai plus de temps, mais c'est quelque chose qu'on devrait faire même si on n'a pas la DMLA. L'autre compétence, c'est s'abandonner, s'abandonner au traitement, accepter. C'est sûr que c'est un deuil, recevoir un diagnostic comme ça. Moi, au début, j'étais choquée, j'ai pleuré, mais j'ai pas le choix. Maintenant, je sais, après presque 5 ans de traitement pour la forme humide, la bonne nouvelle, c'est que j'ai perdu aucune acuité visuelle depuis 4 ans et demi. Et ça me conforte à poursuivre mes traitements, même si c'est pénible. Dans mon cas, j'ai pas réussi encore à faire plus que 4 semaines. Donc, je suis injectée dans les 2 yeux aux 4 semaines et je suis souriante devant vous aujourd'hui. Alors, c'est ça. Demeurez à l'affût de l'information, partagez votre vécu, ayez un bon mode de vie sain, détendez-vous, puis joignez la QDM, on va vous renseigner, nous, on va vous dire quelles sont les meilleures ressources. Puis c'est intéressant aussi de savoir ce qui se passe avec la recherche. Ça donne de l'espoir. Merci. On a aussi une deuxième question. D'abord, Madame dit excellente présentation. Je suis atteinte de la forme humide. Puis-je être membre de votre association si j'habite en Ontario et je suis traitée en Ontario? Ah, OK. Mais est-ce que madame est québécoise au départ ou elle est ontarienne? On ne Mais sait pas. On ne sait pas. si je peux répondre Oui, à ça, vas-y, ben oui, oui, je pense que oui. on a des gens qui Oui. deviennent membres dans nos règlements. Je vous dirais que c'est pas tout à fait clair, mais en même temps, pour que vous ayez l'information, madame, je vous invite à devenir membre puisque vous avez la dégénérescence maculaire. Donc, vous n'avez qu'à aller sur notre site web ou téléphoner à notre bureau. Vous avez toute l'information là, sur le site web pour devenir membre et c'est gratuit d'être membre de la QDM. On a une troisième question qui est ici, j'ai été diagnostiquée de dégénérescence maculaire depuis 2 ans. J'ai 62 ans. Mon optométriste ne croit pas à la prise de vitamines. Il dit que qu'il n'y a pas d'études qui prouvent ça. Ça m'inquiète. Je me demande si j'ai la bonne personne pour m'accompagner. Je vis dans la ville de Québec. C'est assez difficile de trouver un optométriste. Avez-vous des suggestions de qui je pourrais consulter pour avoir un deuxième avis? Ben, écoutez, moi, j'ai la chance d'avoir un rétinologue qui est aussi le médecin conseil de la QDM. Et il me donne toutes les références nécessaires.
Le meilleur article sur les vitamines, il est écrit et publié par le National Eye Institute aux États-Unis. On pourra donner le lien, Sylvie. Mais c'est pas vrai que les vitamines ne font rien pour la dégénérescence maculaire sèche. C'est prouvé, il y a des études qui ont prouvé, puis c'est la formule AREDS2. Puis l'acronyme, là, j'ai oublié c'était quoi exactement, mais c'est justement la recherche, les études sur la DMLA. C'est prouvé que sur une période de 5 ans, ça ralentit. Tu as 25% de chances de ne pas développer la forme humide. Et j'en parle souvent avec Sylvie. Moi, la forme sèche, je l'ai eue, j'avais peut-être 60 ans, la forme humide, 66. Là, maintenant, j'ai 70. Ça fait 4 ans et demi, 5 ans que j'ai la forme humide. Et oui, j'ai pris des vitamines, puis je l'ai quand même développé, mais peut-être que je l'aurais développé plus rapidement. Mais c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'études. Oui, il y a des études. Puis, puis ça, je l'ai dit tantôt dans mes meilleurs conseils. Vous vous sentez pas écouté par un optométriste, un ophtalmologiste, n'hésitez pas à aller chercher un deuxième avis. Moi, j'ai changé d'ophtalmologiste parce qu'il ne m'écoutait pas. Je lui disais mes symptômes, je lui posais des questions, j'avais très peu de réponses. Puis là, maintenant, je suis tombée sur un médecin, puis il n'y a pas d'hasard dans la vie, je pense que ça devait arriver, qui est extrêmement généreux de ses explications. Puis, en même temps, il accepte d'aider la QDM avec ses conseils, il diffuse des articles. Mais de toute façon, prendre des vitamines, c'est certain que c'est controversé. Il y a beaucoup de médecins qui vont vous dire, ah, t'as pas besoin de ça si tu t'alimentes bien. Mais c'est pas vrai. Moi, il y a des journées, ça me tente pas de manger de légumes, j'ai pas le goût. Puis je prends mes vitamines, ça me sécurise. Mais est-ce que ça devrait m'empêcher de bien m'alimenter? Non. Toutefois, les vitamines, un mode de vie sain, c'est bon pour toutes les autres maladies. La vitamine C, c'est un puissant antioxydant, ça empêche les infections. On ne veut pas avoir d'autres maladies quand on a la dégénérescence maculaire. Prendre soin de notre santé, c'est global, c'est un tout. Et pour vous, dans la ville de Québec, ben, je pense qu'il y a beaucoup de cliniques, là. Vous pouvez faire votre recherche ou parler à des membres de cette région-là, puis voir comment ils vivent leur expérience avec un optométriste, puis leur ophtalmologiste. En complément d'information, le site de l'Association des optométristes du Québec peut permettre, je pense, d'aller chercher des noms d'optométristes. Mais nous, comme association, nous ne donnons pas officiellement là, de recommandations de professionnels de la santé. Mais comme Mélène le dit, en développant vos contacts auprès de gens qui sont atteints, vous pourriez, sur une base personnelle, aller chercher d'autres informations. Madame, la même dame pose une autre question. Elle dit, actuellement, je travaille beaucoup avec l'ordinateur, mais je n'ai pas la possibilité financière de prendre ma retraite. Je me demande si des assurances collectives pourraient m'aider financièrement. Pour prendre sa retraite? Non, je pense que c'est plus par rapport au travail à l'ordinateur, c'est ma compréhension, là. Ah, pour des équipements, pour des outils Je de pense basse que c'est ce que ça veut fonction. dire. Euh, Vraiment, je connais pas les couvertures d'assurance collective. Je pense, Sylvie, il faudrait plutôt la référer à un centre de ressources, d'aide visuelle. Je sais que Ah, les lunettes sont couvertes, mais est-ce que les appareils, les loupes, je peux pas répondre à cette question-là. J'ai pas si tu me suffisamment. permets, Hélène, si tu me permets, Oui, Hélène, je peux peut-être donner un complément oui, d'information. voilà. C'est sûr dans tout le Québec, il y a les centres de réadaptation visuelle qui sont les centres de services pour les gens qui ont atteint un certain niveau de dégénérescence maculaire. Donc ça, il faut s'inscrire dans les centres de réadaptation. Ça prend un avis du professionnel de la santé qui donne l'état de l'acuité visuelle du champ de vision. Et avec ce document-là, on peut aller dans un centre de réadaptation visuelle qui sont reliés au CIS ou au CIUS.
Malheureusement, la vitesse de service n'est pas toujours adéquate, un petit peu comme dans d'autres domaines de la santé. Mais ce que j'en vois, c'est qu'il faut quand même avoir atteint un certain niveau de baisse visuelle. Ouais. Mais quand on a accès à ça, on a des aides visuelles gratuites et de Ouais. l'aide psychologique, de l'ergothérapie. Ouais. Toutefois, si on n'a pas atteint ça, il y a peut-être une ressource aussi que je mettrai dans le courriel avec l'enregistrement. Il y a l'organisme qui s'appelle l'INCA, l'Institut canadien national pour les aveugles, qui a aussi une certaine aide technique. C'est sûr qu'il faut payer l'équipement à ce moment-là, mais c'est quand même un soutien intéressant. Ils ont aussi des bons conseils pour les gens qui sont atteints. Donc ça Ouais. peut être aussi, je pense, une autre ressource qui peut être Oui. pertinente. Donc on vous mettra dans le Ben, courriel plus je pense d'informations. aussi, je pense aussi que quand on veut continuer à travailler, il y a des adaptations possibles avec les ordinateurs, puis il y a des appareils. Alors, des fois, c'est l'employeur qui peut défrayer ça. Puis, il y a peut-être des programmes qui existent, mais je les connais pas. C'est tout à fait vrai. Écoutez, cette dame-là peut appeler au bureau, demander à me parler. Là, je suis Sylvie Castonguay. D'accord. Effectivement, un cas a un organisme à but non lucratif qui offre des services qui sont payés par l'employeur, parce qu'évidemment, on peut toujours essayer de cacher sa situation, mais parfois, l'employeur pourrait être content de savoir qu'il peut contribuer au maintien en emploi. À ce moment-là, il y a des services qui peuvent être offerts payés par l'employeur pour l'adaptation, par exemple, d'un poste de travail, de l'ordinateur, de la formation pour le grossissement de texte. Il y a différentes options qui sont possibles. Donc, oui, il y a une possibilité de maintenir, de demeurer en emploi et d'avoir un soutien pour le faire. Mais j'invite cette dame à téléphoner au bureau, à demander à me parler. Je vais la rappeler. On aurait peut-être le temps pour une autre question et en fait, et qui est, donc ce que je il y a une dernière question que moi je vais te poser. Puisqu'on est avant de clore, on est avant la période des fêtes. Tu as parlé tantôt, Hélène, de l'hérédité. C'est une maladie qui peut être héréditaire dans bien des cas, pas tout le temps. On sait que le tabagisme est le premier facteur de risque. Toutefois, l'hérédité, dans ton cas, dans le mien, dans le cas de beaucoup de gens qui ont la dégénérescence maculaire, ben, on s'est rendu compte, dans mon cas, après avoir eu un diagnostic, que mon père avait eu cette maladie-là. C'était pas quelque chose qui était connu. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu en tant que personne atteinte ou en sachant qu'il y a des cas dans la famille, comment on pourrait aborder cette discussion dans les familles? Je donne une idée aux gens ici, peut-être de partager ce, ce webinaire, mais aussi d'avoir cette discussion dans la famille sur, comme on le fait dans le cas de d'autres maladies héréditaires, de ne pas, comment est-ce qu'on peut l'aborder, de ne pas se Ouais. gêner pour en parler, puisqu'il y a un impact pour nos proches. Ben, c'est certain que, ben, vous savez, quand on est en famille, on parle toujours de nos petits bobos, hein, c'est normal. Alors, moi, la première chose que j'ai faite quand j'ai reçu mon diagnostic de forme humide, pas la sèche, parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment inconsciente, pardon, mais j'ai tout de suite averti mon fils, qui lui a 4 enfants, puis il est allé se faire examiner rapidement. Et heureusement, on lui a dit que de par la formation de ses vaisseaux sanguins, puis j'ai pas trop d'explications à cet égard, que probablement il développerait jamais la maladie. Ben, tant mieux, parce qu'un enfant, ben, c'est 50% les gènes d'un parent, puis 50% les gènes de l'autre, puis un petit enfant, c'est 25%. Enfin, ça diminue comme ça. Mais on l'aborde avec nos enfants. Puis maintenant, en famille, ben, il faut dire à nos proches qu'on a cette maladie-là. Puis, faut tout simplement le dire, écoutez, c'est héréditaire, c'est génétique. Euh, Faites-vous examiner. J'ai un de mes frères qui a la DMLA sèche. Il n'a pas encore développé la forme humide. Il fume. J'ai dit d'arrêter de fumer. Il veut pas. Bon, mais écoutez, on ne peut pas rien faire de plus. Mais effectivement, il faut en parler. Faut
Puis, on se tient au courant, on se garde informé, puis on fait des recherches avec nos cousins, cousines. Ben, ça vient d'où? Ça vient de quels parents? Puis j'ai des cousins là, qui habitent Québec, qui reçoivent des injections que je connais pas parce que ma mère, c'était la 12e de 12 enfants. Puis j'ai jamais côtoyé ces cousins-là de toute ma vie. Puis effectivement, il faut s'informer, il faut en parler. Puis il faut surtout ne pas dramatiser. Moi, je vais continuer à faire tout ce que je peux faire pour me garder en santé, pas juste pour ma santé visuelle, mais en plus d'avoir un handicap visuel, parce que moi, je n'ai pas une vision 20/20, j'ai fait le deuil de ma vision en haute définition, mais je vais faire tout en mon pouvoir pour ralentir ma maladie puis garder une bonne santé générale. Merci beaucoup, Hélène. C'est ce qui conclut la période de questions et notre première conférence de notre série. Donc, Hélène, merci beaucoup de ta générosité et de ta compétence. Ça me Je fait vous plaisir. rappelle que les Je vais personnes, m'ajuster là, pour mon petit problème de diapo. ben, on s'améliore à chaque fois. On s'améliore à chaque fois. Donc, je vous rappelle que toutes les personnes inscrites à la conférence vont recevoir un courriel avec le lien pour la rediffusion. Alors, vous pouvez la réécouter. Ça va être entreposé sur notre chaîne YouTube, disponible à partir de notre site web dans quelques jours. Donc, c'est quelque chose qui peut être partagé avec des gens qui vous posent des questions ou que vous voulez informer. Et on va mettre un complément d'information dans le courriel et vous pourrez poser d'autres questions par courriel auxquelles on va répondre ou par téléphone. La prochaine conférence, on fait un rappel de cette conférence-là le 14 décembre. On la répète régulièrement parce que on voit qu'il y a beaucoup de demandes et elle va aussi suivre l'évolution du développement des traitements, de l'avancée, de la recherche, des questions qu'on se fait poser. Donc, c'est une conférence la conférence ABC de la dégénérescence maculaire va évoluer avec le temps. Et par la suite, on aura la conférence le 23 janvier 2024, au retour des fêtes, à 13h30. La conférence de Dr Marc-André Réaume, ophtalmologiste et rétinologue, qui va nous parler de façon plus détaillée de l'atrophie géographique, qui est la forme avancée et méconnue de dégénérescence maculaire sèche dont Hélène nous a parlé. Et il est possible aussi de s'inscrire en tout temps à nos prochains webinaires en allant sur notre site web dans la section calendrier. Mais les gens qui sont inscrits sur notre liste d'envoi vont recevoir avant chaque conférence un avis pour s'inscrire. Et finalement, je vous invite à aller visiter notre site web, notre nouveau site web que vous avez vu passer là, en introduction, qui a été lancé la semaine dernière. Beaucoup d'informations qui vont être constamment mises à jour. Notamment, vous y trouvez la grille d'Andler pour ceux qui ne l'ont pas vu, ce qu'on appelle auto-examen dans notre site web. Vous pouvez la télécharger, vous pouvez la mettre sur votre frigo. C'est un bel outil de prévention et de suivi. Donc, ça conclut la conférence. Là-dessus, on vous souhaite, toute l'équipe de la QDM, mes collègues et moi, nous vous souhaitons un excellent temps des fêtes et profitez-en bien. Merci de votre présence.